Et en donnant 1 heure de son temps, on sait qu'on va pouvoir sauver 3 vies derrière. Je pense que c'est associé aussi à une histoire personnelle de vécu, de rencontre, qui fait qu'on se lance dans cette aventure. Bonjour et bonjour, bienvenue dans Posé sur Chambé, le podcast qui parle de Chambéry et qu'il est bien de l'écouter. Et pour ce nouvel épisode, j'ai envie de m'adresser à vous, super-héros et super-héroïnes. Oui, vous. Vous avez un super pouvoir en vous et vous ne le savez peut-être pas. Un super pouvoir qui peut sauver des vies et aider des malades. Je veux bien sûr parler du don du sang. Et pour en parler, dans cet épisode, je reçois Cécile qui travaille au sein de la communication de l'établissement français du sang sur le site de Chambéry. Salut Cécile. Bonjour Jean-Bernard. Bienvenue dans Posé sur Chambé. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir parler de la maison du don du sang de Chambéry et plus globalement évidemment du don et des missions de l'établissement français du sang. Car cela, je l'ai dit en début d'intro, cela nous concerne toutes et tous au final, donner son sang. Pour la préparation de cet épisode, et comme je l'ai fait lors du dernier épisode, je suis allé scroller sur l'Instagram du compte de la Maison du Don de Chambéry. J'ai remonté jusqu'en 2022. Le premier post, c'était le 7 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on voit sur ce post ? On voit une photo de la série télé Alerte à Malibu, avec les personnages de la série, des sauveteuses et des sauveteurs avec leur maillot de bain rouge iconique. Et ce message associé, sauver des vies en été en donnant son sang, be like. En gros, le côté un peu héroïque aussi de ces sauveteurs en maillot rouge emblématique du sang. Et le dernier post à ce jour, il est très récent à l'heure où on enregistre cet épisode. C'était le 18 février 2025. Ça se passe dans les locaux de la Maison du Don. Et on voit des donneurs poser fièrement après leur premier don de sang, de plasma, ou leur dernier don même, pour certains c'était leur dernier don. Ils s'appellent Mathieu, Clémence, Philippe, Sylvie ou encore Mathieu. Cécile, on voit dans ce dernier post et dans d'autres posts aussi mis en avant sur le compte, cette valorisation des donneurs, une vraie mise en avant, telle, je le disais en intro, des super-héros du quotidien. Pourquoi, selon toi, c'est si important de mettre en lumière les donneurs comme là sur le compte Insta ? Alors pour nous, c'est très important parce qu'il faut savoir que quand on interroge la population, il y a à peu près 96% de la population qui est en âge de donner, donc c'est les 18-70 ans, qui nous disent oui, pas de problème, on vient donner. Et puis en fait, il n'y en a que 4% à peine en France, c'est 3,5 exactement, qui donnent leur sang. Sur nous, le département par exemple de la Savoie, on est un petit peu plus haut, on a la chance, on a un territoire super généreux, on est aux alentours de 4,3, 4,4. Donc c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup par rapport à ceux qui se disent oui, il faut que j'aille donner, Exactement. Oui, je vais donner et tout. Et donc on considère que ces donneurs-là, nous on s'appelle tous en fait des donneurs stars parce que ils prennent de leur temps, c'est 1 heure de leur temps qu'ils prennent pour venir faire un don de sang, un don de plasma, un don de plaquettes. Et à chaque fois, quand on donne son sang, c'est 1 heure pour 3 vies sauvées derrière, on le sait. Et donc pour nous, cette valorisation du don, de cet acte généreux, altruiste, qui est bénévole, parce qu'il y a des principes éthiques en France sur le don, pour nous, il faut absolument le mettre en avant aussi pour que ça donne envie à d'autres potentiels candidats de passer la porte de la Maison du Don et des collectes. Sur les photos, on voit donc les scores indiqués. C'est aussi le côté un peu d'avoir le meilleur score, etc. On voit que certains font leur premier don, première étape très importante dans la vie d'un donneur. D'autres sont à 30. Certains montent jusqu'à 280. On peut donner son sang 280 fois ? Oui, totalement. Alors, pour vous dire, on a accueilli cette semaine un donneur. Il en est à son 526e don. Voilà, okay, 526 ? Oui, c'est ce qu'on appelle un donneur remarquable chez nous, avec un nombre de dons particulier. Parce qu'en fait, vous avez le don de sang, où quand on est un homme, on peut le donner 6 fois par an sur une année glissante. Donc, vous commencez le 1er février, au 1er février, l'année d'après, vous donnez 6 fois. Une femme, c'est 4 fois, parce qu'il y a un peu plus de risque d'anémie en fait, qu'un homme. Après, il y a le don de plasma et le don de plaquettes. Le don de plasma, c'est un don qui est un petit peu plus long, mais sur lequel, en fait, on vient restituer les éléments dont on n'a pas besoin, qui est beaucoup moins fatigant. Et le plasma, il se régénère très, très vite, et donc on peut le donner 24 fois par an. D'accord. Et donc, quand on est un donneur et qu'on donne son plasma 24 fois par an parce qu'on en a, et ce donneur-là, par exemple, en fait partie, si vous avez donné pendant 20 ans, en fait, vous arrivez à plus de 400 dons. Et des gens qui donnent pendant plus de 20 ans, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Oui. Notamment sur le profil, j'ai vu aussi, ça m'a beaucoup marqué, on se serait cru vraiment dans Là-haut, le Pixar. Je suis tombé sur les photos de Christiane et Patrick, 2 donneurs fidèles qui sont venus donner leur sang une dernière fois. J'imagine peut-être par rapport à l'âge,
C'est trop beau comme image aussi, ça, des gens qui donnent tout au long de leur vie et qui... Est-ce que ça se fête la dernière fois qu'on donne son sang? Oui, alors pour nous, ça se fête parce que déjà, on veut les remercier pour leur engagement et pour leur carrière, voilà, quel que soit le nombre de dons qu'ils ont fait. Parce qu'aussi, c'est une étape. Pour eux, souvent, ils le voient un peu comme mince, je ne peux plus m'engager, je ne peux plus voilà, sauver à leur échelle. Et on leur dit, mais c'est pas grave, la générosité vis-à-vis du don, elle s'arrête pas là. Déjà, vous pouvez en parler autour de vous, avec vos petits-enfants, parce que quand ils arrivent au dernier don, souvent, c'est 70 ans, hein, voilà, l'âge limite. Donc, ils ont des petits-enfants, leur entourage. Et puis, il y a aussi des associations de donneurs de sang qui, comme tout monde associatif actuel, est quand même en recherche de bénévoles, parce que la crise Covid a fait pas mal de mal. Et donc, ils sont en recherche de bénévoles sur l'ensemble du territoire savoyard et autres. Et donc, c'est vrai qu'on les incite, pourquoi pas, à aller se tourner vers une association et à aller pouvoir aider comme ils le font. Avant qu'on rentre dans le processus vraiment, pour les gens qui ne savent pas en quoi ça consiste, de donner son sang et à quoi ça sert, j'avais une question un peu plus personnelle. Toi, tu travailles depuis un petit moment maintenant au sein de l'établissement français du sang. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as donné ton sang? Alors, je m'en souviendrai tout le temps. Moi, ça fait 15 ans cette année-là enfin, en 2025, ça va faire 16 ans. La première fois, j'ai pas pu donner, donc on appelle ce qui s'appelle un refus de la part du corps médical. Je l'ai très mal vécu parce qu'en fait, j'avais une tension trop basse. Et en fait, ne pas pouvoir donner quand on a une tension trop basse, c'est pas un risque pour le receveur derrière, c'est un risque pour le donneur. Parce que quand on donne son sang, on a la tension qui baisse. Et donc déjà, si on vient avec une tension trop basse, c'est le malaise assuré. Et je l'ai mal vécu, comme beaucoup d'entre nous le vivent mal quand on est refusé à cause de ça. Et je me suis dit, mais mince, je travaille là-dedans. Et en fait, je veux aussi... Ah, tu travaillais déjà dedans d'accord, ok. Et je veux mettre ma pierre à l'édifice et je peux pas. Et du coup, après, on m'a expliqué quel était le risque d'honneur. Voilà, que quand on vient, on est en bonne santé, il faut qu'on reparte sur nos deux pieds et en bonne santé, ce qui est quand même la moindre des choses. Donc maintenant, je le comprends très bien et c'est à moi de l'expliquer. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, moi, j'avais déjà poussé la porte avant en étant étudiante, justement, parce que moi, j'étais étudiante sur Tours. Et il y avait une collecte qui se passait. Parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui a été atteint d'un cancer et qui a eu besoin de transfusion. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné aussi envie, à un moment donné, de me dire, voilà, il y a d'autres moyens d'aider la personne quand on est loin, quand on ne peut pas être forcément à ses côtés. Il y a ces moyens-là, c'est-à-dire de pouvoir l'aider elle ou d'autres personnes qui sont dans la même situation. Est-ce que tu dirais que donner son sang, la démarche d'aller donner son sang, est-ce que c'est une histoire personnelle aussi? Est-ce que c'est en lien avec son histoire personnelle? Alors totalement. Souvent, on a déjà, nous, beaucoup de familles qui viennent ensemble. C'est-à-dire des gens qui viennent avec leurs enfants en bas âge. Et ces enfants, quand ils atteignent l'âge de 18 ans, ils poussent beaucoup plus facilement la porte d'une collecte ou d'une maison du don parce qu'ils connaissent, ils n'ont pas peur en fait, de l'acte de prélèvement. Et puis, ça fait partie un petit peu de la tradition familiale, de venir en famille, etc., dans une commune. Voilà. Et puis après, il y a son vécu personnel comme moi. Là, on vient parce qu'on a quelqu'un dans son entourage qui a eu une transfusion, qui a eu besoin à un moment de quelque chose de médical vis-à-vis de la transfusion. Et donc, on se présente. On en a énormément, en fait, qui ont ce qu'on appelle ce facteur déclenchant du don. Voilà. Et puis après, il y a toutes les collectes que l'on fait dans les milieux entreprises et étudiants, où en fait, on a un don qui se réalise en groupe. C'est-à-dire que les personnes, elles auraient eu envie de venir, mais toutes seules, elles n'osent pas forcément. Parce que elles ont envie qu'on leur tienne la main, elles ont envie qu'on les accompagne sur le parcours du don. Et donc, le fait de venir entre collègues ou entre amis étudiants, on va dire, pour son premier don, ça a énormément de poids. Beaucoup, hein. Et voilà. Et on voit très bien que ces personnes-là, derrière, ça leur permet de rentrer dans la dynamique du don. Et du coup, elles reviennent beaucoup plus spontanément toutes seules parce qu'en fait, elles ont vécu quelque chose, on appelle ça l'expérience du don, d'un petit peu particulier et surtout de très convivial. Moi, ça fait écho un peu, moi aussi, à mon parcours en fait, de donneur. Et en plus, j'ai eu la chance, via tes recommandations, de participer aussi à des témoignages auprès de l'établissement français du sang, et notamment la série Les Liens du sang, dont je vous invite à voir des extraits sur YouTube, où en fait, c'était une rencontre entre donneurs et receveurs. Parce que c'est grâce à eux qu'en 2019, du coup, j'ai pu bénéficier ces 2 poches de sang, et qui m'a du coup sauvé la vie. Et comme tu dis, en fait, moi j'y suis allé avec ma compagne en fait, pour aller donner mon sang parce que j'avais besoin d'être accompagné en fait, dans cette étape. On ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce lien, comme aussi j'ai souvent vu mon père revenir avec le bandage emblématique du donneur et tout, et ça m'avait toujours interpellé. Et c'est vrai que je pense que c'est, comme tu disais, je pense que c'est associé aussi à une histoire personnelle de vécu, de rencontre, qui fait qu'on se lance dans cette... aventure, j'ai envie de dire, cette aventure de donner son sang. Et c'est assez beau, je trouve, comme geste, en fait.
Et du coup, alors pour rentrer concrètement, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui se disent ça a l'air intéressant de donner son sang, mais en gros, en quoi ça consiste ? Comment ça se passe ? On se présente à la maison du don et en fait, le déroulé finalement entre l'arrivée et la sortie de la maison. Alors, qu'on vienne en maison du don ou en collecte mobile, donc une collecte mobile, c'est tout ce qui ne se fait pas dans la maison du don. Donc, par exemple, les collectes qu'on peut faire à Albertville, Ugine, le Bourget-du-Lac, on voit la souvent des affiches etc. sur la boulangerie, dans la rue, etc. Collecte dans les écoles. Des fois, vous pouvez voir nos camions parce qu'ils sont Ouais. très beaux, très siglés. On a un très beau camion de prélèvement qui est un très beau semi-remorque. Donc, dans tous les cas, le déroulé est exactement le même. C'est-à-dire que vous avez 4 étapes principales qui se déroulent en 1 heure. C'est-à-dire le moment où vous poussez la porte, du moment où vous repartez de chez nous, de la collecte, il faut compter 1 heure. Surtout si vous êtes un premier donneur. La première étape, c'est l'accueil et c'est l'inscription. Donc, on va vous demander une pièce d'identité qui justifie de votre identité. Donc, elle peut être numérique, donc sur votre téléphone, ou en physique. Donc, ça peut être le permis, le passeport, carte d'identité, carte d'étudiant aussi. Voilà. On vous inscrit si c'est la première fois dans notre fichier, ou on vient vous rechercher si vous êtes déjà connu. En sachant que ce fichier-là, il n'y a que les personnes de l'EFS qui peuvent y avoir accès. Parce que c'est l'éthique du don, c'est l'anonymat entre le donneur, le receveur et toutes les parties prenantes en fait, qui interviennent dans le parcours de la poche. Donc s'il y avait de la méfiance autour de la confidentialité, c'est pas bon. de problème. Ouais. Nous, à partir du moment où la personne du coup, elle est inscrite, là, on vient lui donner du coup, un questionnaire médical qui est anonyme, il ne faut surtout pas rentrer son nom, son prénom, et on vient lui donner une petite fiche où il y a un code barre et un numéro. Et en fait, pour nous, le donneur, maintenant, c'est ce code barre et ce numéro. C'est plus Cécile ou c'est plus Jean-Bernard. D'accord. Voilà, ça devient ce code barre et ce numéro. Donc ensuite, dans cette même étape, on remplit un petit questionnaire médical et anonyme totalement. Et ensuite, la deuxième étape, c'est avoir un entretien pré-don avec un personnel de l'EFS qui peut être ou médecin ou infirmière, qui va regarder avec la personne, donc ça prend à peu près 5-10 minutes, les réponses. Parce que des fois, on peut mettre « je ne sais pas » quand on n'a pas compris la question, parce que des fois, on a des termes très médicaux. Oui, parce qu'il y a ce dossier aussi quand même qui est à remplir, cette double page, Ouais. on va dire, et qui des fois peut être un peu angoissante aussi sur des questions qui sont posées, ou même des questions sur lesquelles on ne peut pas forcément répondre. C'est ça. Comment rassurer à ce niveau-là, du coup ? Alors déjà, il faut dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a Ouais. que des réponses sincères. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Le personnel de l'EFS n'est pas là pour juger de réponse. Il est là pour s'assurer qu'il y a une sécurité transfusionnelle entre l'état de santé du donneur et l'état de santé du receveur qui derrière va recevoir le produit sanguin qui va lui être transfusé. Donc c'est pour ça que dans nos réponses, il y a oui, non et je ne sais pas. Ouais. Voilà, parce que des fois, il y a des termes médicaux qu'on ne peut ne pas connaître, ou quelqu'un qui se dit, en fait, je ne sais pas si j'ai été transfusée à la naissance parce que mes parents m'en ont jamais parlé, parce qu'il y a cette question-là, par exemple. Donc, peut-être que je vais appeler mes parents, je vais leur envoyer un SMS pour poser la question. Voilà. Donc, c'est je ne sais pas. Il y a vraiment cette case. Et donc, le médecin ou l'infirmière va aller pousser un petit peu plus derrière. Et puis, la plupart des cas, ça découle par l'habilitation au don. L'habilitation, c'est dire, OK, vous pouvez donner. Au préalable, le médecin ou l'infirmière va prendre la tension aussi, du coup, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une tension trop haute ni trop basse. S'assurer d'un poids minimum aussi, c'est 50 kilos. Donc, on ne fait peser les personnes que quand on a vraiment un petit doute ou que la personne nous dit, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée, par exemple, et récemment, j'étais à 49. Voilà. Et une fois cette étape passée, on passe vraiment au prélèvement lui-même qui ne dure que 10 minutes. 10 minutes, à partir du moment où, du coup, l'infirmière vous installe sur le lit. Elle va vous poser des questions par rapport à votre identité. Ça, c'est on tout l'a à pas fait dit, normal. mais juste avant, on a aussi une bouteille d'eau qui nous est... Ah oui, ouais. totalement. Tu fais bien de le dire parce que j'ai un peu oublié. C'est vrai que pour venir, déjà, il ne faut pas être à jeun. Ça, c'est une idée reçue. C'est une erreur qu'on se fait des fois où on fait le parallèle peut-être avec une prise de sang, c'est ça ? Exactement. Les gens pensent que on est un laboratoire d'analyse alors que pas du tout. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un volume de sang qui soit assez conséquent pour qu'on ait une utilité pour le patient. Donc le patient, on va lui transfuser une poche, des produits sanguins qui viennent d'une poche qui fait à peu près, on va dire 500 millilitres grand max, c'est 480 exactement, mais voilà. Donc c'est l'équivalent d'une petite bouteille d'eau. Et c'est pour ça qu'on vous donne, juste avant, à tous les donneurs, une petite bouteille d'eau. C'est pour engranger au préalable un volume de liquide qui soit équivalent. Ça permet aussi la bonne hydratation et ça permet de réduire fortement en fait, le risque de malaise post-don. Voilà. Et du coup, pendant le prélèvement, on vous installe, on surélève les jambes. L'infirmière vient faire son acte de prélèvement. Donc, pendant 10 minutes, on vient pomper une petite balle en mousse en forme de goutte. Voilà, on remplit sa poche. Et après, une fois que tout va bien, on passe à l'étape de collation, qui est obligatoire et qui est essentielle. La collation ou la pause à plus, comme on l'appelle chez nous, elle dure 20 minutes. C'est 20 minutes obligatoires qui nous permet, nous, d'hydrater et de restaurer le donneur et surtout de s'assurer en fait, que le don a été bien supporté, surtout en cas de premier don. Voilà. Et souvent, c'est aussi l'occasion...
pour les donneurs entre eux de discuter, de savoir c'est votre première fois, moi ça va faire par exemple 10 fois que je viens, partager, etc. De partager avec notre personnel aussi pour savoir comment vous l'avez vécu, finalement c'était pas si pire, non finalement ça m'a pas fait mal. Voilà, il y a plein de choses comme ça aussi où cette étape-là permet de dédramatiser tout le parcours qu'ils ont vécu en se disant mais finalement c'est facile. Ouais. Voilà. Ouais, et puis on est toujours bien accueillis quand on va à la maison du don par le personnel. Il y a vraiment ce côté un peu de cocooning en fait. Vraiment, on est accueillis, on est accompagné tout le long du processus jusqu'à la collation d'ailleurs où comme tu l'as dit, on continue d'échanger, etc. On fait attention si la personne ne tourne pas de l'œil aussi après le don, etc. Et c'est vraiment assez agréable ce côté aussi d'être accompagné par le personnel et d'être chouchouté comme ça quoi. Donc ça c'est cool. Une question aussi qui revient assez souvent quand on recommande à des personnes d'aller donner son sang, il y a souvent cette peur de la deuxième étape, c'est-à-dire après l'étape de renseignements médicaux pour savoir si on est apte, cette étape de l'aiguille en fait. Est-ce que ça fait mal le don du sang ? Alors, on va dire que la douleur, elle est quand même propre à chacun. Ouais. Il y en a qui ont une résistance à la douleur qui est bien mieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même que nous, nos personnels qui prélèvent, ils ne font que ça toute la journée. Ce sont des experts en fait du prélèvement. Quelqu'un qui prélève mal, il n'a rien à faire chez nous, entre guillemets. Donc c'est sûr que nous, tous les infirmiers et les infirmières qui sont chez nous, c'est leur cœur de métier. Donc ils font ça, mais vraiment avec une main de maître. Moi, je le sais parce que j'ai pas des très bonnes veines, comme on dit dans notre jargon. Et à chaque fois, mes collègues, je ressors, mais voilà, j'ai pas un bleu, c'est super bien, ça ne me fait pas mal. Et puis surtout, ils sont formés aussi à parler pendant cet acte pour pas que le donneur se concentre dessus. Ils vont pas dire 1, 2, 3, je pique. Non, au contraire. C'est tourner la tête. Alors, vous faites quoi comme étude ? Ou est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous avez des enfants ? Voilà, on vient vraiment divertir en fait le donneur pendant ce moment qui n'est peut-être pas très agréable, on est bien d'accord. Et puis, alors, c'est vrai que cette peur de la piqûre, elle est très présente chez les hommes. D'accord. Ah ouais. Faut le savoir. Okay. Quand les hommes sont douillés, qu'est-ce que... Mais oui, alors vraiment beaucoup. Autant les femmes, c'est pas cette peur-là qu'elles ont, c'est peut-être plus le fait de pouvoir tomber justement dans le malaise post-don. Mais la peur de la piqûre, elle est vraiment très, très présente chez les hommes. Et on sait aussi que chez les hommes, qu'importe l'âge, mais on va dire plutôt chez les jeunes hommes, donc les 18-25 ans, souvent ils poussent la porte, c'est parce qu'ils sont accompagnés de quelqu'un. Alors qu'une jeune femme va potentiellement plutôt venir seule, elle peut venir toute seule. Mais un homme, il a besoin de venir en groupe, vraiment. Donc voilà, la peur de la piqûre, quand on l'a... Ça fait moins mal qu'une prise de sang en plus, j'ai l'impression. Alors, ça fait moins mal parce que aussi, nous, on a des outils de prélèvement qui sont adaptés et qui sont faits pour pouvoir prélever pendant 10 minutes avec une aiguille, en fait, qui est totalement adaptée à ce type de prélèvement-là, qui doit, du coup, durer 10 minutes dans la veine de la personne. Donc, voilà, il faut pas avoir cette crainte-là. Ouais. Voilà, notre personnel met par exemple, je pense que tu l'as vécu, un petit... oui, j'avais posé la question. Voilà, une petite compresse. Une petite compresse, tout à fait. Merci de chercher le mot. Pour masquer la vue de l'aiguille dans la... Exactement, parce que quand on voit pas, on peut pas paniquer en fait. Ouais. Alors moi, des fois, j'ose regarder la poche de sang sur ma droite ou sur ma gauche en fonction de... Bon, ça, faut pas le faire quand même. Faut pas le faire... Enfin, ouais, on dirait du granité ou du granita, je sais pas comment on dit, mais c'est vrai que voilà, si on est sensible à la vue du sang, il faut rester comme ça. C'est ça. Faut rêvasser. Et puis il faut se faire accompagner. Chez nous, dans notre jargon, on appelle ça le soutien moral. D'accord. C'est-à-dire la personne qui est à côté, qui vous tient la main, qui vous regarde dans les yeux et qui va vous parler de tout et de rien pendant 10 minutes. Et en fait, après, les gens nous disent, finalement, c'est passé super Sachant vite. que le soutien moral par le personnel qui est présent, il est déjà assez présent. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais donner, on me demande est-ce que ça va bien, est-ce que vous êtes bien installé, etc. Ça fait pas trop mal et tout. Non, en fait, tout va bien. On est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment chouchouté du début jusqu'à la fin du don. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de risque particulier, quoi. Non, donc ça, du tout. Au contraire, notre personnel, il est vraiment dans cette expérience en fait du don pour le rendre, alors pas inoubliable, mais en tout cas pour que les gens s'en souviennent en se disant... inoubliable dans son acte déjà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, on peut déjà se projeter aussi en se disant mon sang, il va voyager maintenant. Parce que c'est ça ma question maintenant qui va suivre, c'est que devient le sang prélevé en fait ? Alors la poche qui est prélevée, elle est prélevée avec des tubes échantillons. Les deux partent dans deux plateaux en fait qui appartiennent à l'EFS qui sont différents. Si je prends l'exemple pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, les tubes ils vont à côté d'Annecy, dans un très grand laboratoire qu'on appelle la qualification biologique du don, où en 24 à 48 heures, on va faire toutes les analyses dont on a besoin pour s'assurer de la validité du don pour le receveur. Donc là, c'est vraiment la sécurité pour le receveur.
et puis aussi pour s'assurer de la sécurité pour le donneur, que du Bien coup, il n'y ait sûr. pas une anémie, etc. La poche, elle part sur un plateau de préparation, nous, ce qui est à côté de Lyon. Et du coup, dans ce plateau, on va séparer les éléments du sang qui ont été prélevés. Parce que dans cette poche, il y a des plaquettes, des globules rouges, c'est ce qui donne la couleur rouge au sang, et du plasma. Et dans cette poche, donc on a à peu près 44% de globules rouges, 55% de plasma et 1% de plaquettes, à peu près. Et du coup, on va les séparer, ces éléments, parce qu'on ne va pas transfuser la même chose aux patients. Chaque patient peut avoir des besoins particuliers. Donc, quelqu'un qui fait un accouchement difficile, par exemple, donc une hémorragie à la délivrance, c'est comme ça le terme médical, on va pouvoir lui transfuser de tout, mais pas dans les mêmes proportions. Quelqu'un qui a un cancer, on va lui transfuser des plaquettes, pas parce que c'est le traitement contre le cancer, mais simplement parce que c'est des cellules tellement fragiles qu'elles sont tuées par la chimio, la radiothérapie que la personne peut subir. Voilà. Et donc là, on va avoir des besoins vraiment très, très particuliers. Et cette poche, une fois qu'elle a été séparée, et donc on a des produits transfusables, ils peuvent partir, partout en France. Et on a la chance, nous, sur Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement aussi en Savoie, c'est qu'on prélève plus que ce que nos malades consomment sur notre département ou sur notre région. D'accord. Donc, nos produits, ils vont très régulièrement sur Île-de-France et PACA. Île-de-France, parce qu'ils ont des très, très gros centres médicaux, donc ils ont des besoins importants. Et PACA, parce que les 18-70 ans ne sont pas forcément dans cette région. C'est plutôt, on va dire, un âge un peu plus avancé qui est présent dans cette région. Donc, ils ont un petit peu du mal à avoir un nombre de donneurs plutôt important, on va dire, par rapport à nous. Voilà, donc on aide régulièrement les autres régions. Et du coup, c'est vrai que ça nous importe beaucoup, du coup, de savoir que ces poches-là, en fait, elles peuvent aider un malade partout en France métropolitaine et dans les DOM. Ouais, parlons des stocks. En fait, j'ai reçu moi récemment, en tant que donneur, un email avec marqué dans l'objet urgent. On a besoin de sang de votre groupe, et avec marqué que les stocks faiblissent en fait. Et j'ai l'impression que on n'a jamais assez de stocks en fait. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année qui sont plus propices à des baisses, des hausses? Enfin, comment fonctionne cet enrichissement de dons, en fait? Oui. Alors, tu l'as très bien dit, c'est une gestion des stocks, en fait, qu'on a chez nous. Parce que les globules rouges, donc la poche qu'on a prélevée de globules rouges, produits transfusables, elle a une durée de vie d'à peu près 1 mois et demi, c'est 42 jours. Les plaquettes, on est sur du flux tendu, c'est 7 jours. Du moment où on prélève, du moment où il faut que ça soit transfusé au maximum. Et le plasma, on peut le garder un peu pendant 1 an. D'accord. Dans des conditions spéciales de stockage. Ouais, 7 jours, c'est très très court. 7 jours, c'est très très court. Donc, on est à flux tendu. Donc là, on n'a pas vraiment de stock. On sait que on prélève du lundi au samedi. Il n'y a que le dimanche où on ne prélève pas. Et donc, tout ce qui est prélevé doit être transfusé et est transfusé. Voilà. Et donc, quand on n'a pas, par exemple, de plaquettes, on dit aux gens, écoutez, essayez de transfuser un petit peu moins, en tout cas, selon l'état du patient. Voilà. Mais pour l'instant, sur les plaquettes, on est quand même plutôt confortable, on va dire. On arrive toujours à avoir ce stock. C'est sur le stock de globules rouges, où là, on a des fluctuations de la fréquentation en fait, de nos collectes, soit les maisons du don ou les collectes mobiles, par rapport à plusieurs facteurs. Les vagues de froid, la neige qui empêche les gens de se déplacer, les maladies hivernales. Alors ça touche beaucoup, ça nous impacte beaucoup. Et c'est ce qui s'est passé là sur ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'on a eu les vacances scolaires déjà de certaines zones qui ont commencé, plus les maladies hivernales avec les différentes grippes. Il y a eu la grippe A, la grippe B. Il y a eu aussi une nouvelle vague de Covid avec la gastroentérite, ce qui fait qu'on a eu sur nos donneurs une partie qui ne pouvait pas se présenter parce qu'ils connaissent très bien les critères d'accès aux dons. Voilà. Et on y reviendra après sur ces critères, parce qu'il y a quand même des critères à respecter pour Voilà, donner. tout à fait. Et du coup, ils savaient très bien, puisque c'est des donneurs réguliers, qu'ils ne pouvaient pas venir. Donc, on a eu une chute assez importante d'à peu près 10-20% selon les territoires de nos collectes. Et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Ce qu'on fait de mieux, en fait, c'est de solliciter nos donneurs connus, où on leur envoie, donc, par exemple, un mail, un SMS en disant, voilà, on a des stocks qui sont particulièrement critiques sur certains groupes. Voilà, donc souvent, c'est les groupes négatifs, donc ça va être les O-, les B-, parce que c'est ceux qu'on peut, en tout cas le O-, on peut le transfuser à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le donneur universel. Et le B-, eh bien du coup, ils sont très peu dans la population. C'est moins de 3% de la population qui est B-. Et donc forcément, quand on a des besoins sur ce type de groupe, on a moins de monde à solliciter. Voilà. Et puis heureusement, ça a fonctionné. Parce que là, on a remonté nos stocks, j'ai encore regardé ce matin. Voilà. Et depuis quelques jours, on va dire depuis 10 jours, on a une fréquentation de nos collectes, particulièrement nous sur la Savoie, qui est particulièrement haute. Donc les gens se mobilisent et du coup les donneurs ont entendu notre appel et puis on a eu aussi les médias, voilà, les journalistes qui nous ont aussi aidés sur le terrain à faire passer le message. Et moi aussi, après la réception du mail, je suis allé prendre rendez-vous directement sur le site de la Maison du Don, parce qu'on peut prendre rendez-vous en ligne et ça c'est plutôt chouette.
Et j'ai même enrôlé l'équipe Qu'est-ce que tu dis Chambéry pour m'accompagner et donner son sang. Et voilà. Et moi, je suis au moins donneur universel. Petite fierté quand même. Je partage une petite fierté qui est pas négligeable. Et du coup, ça met encore plus de pression aussi parce que du coup, je peux donner à tout le monde. Mais c'est plutôt flatteur. Donc voilà. Parlons des critères du coup, justement. Parce qu'il y a quand même des critères pour donner son sang. Par rapport à l'âge déjà, à partir de quel âge on peut donner son sang ? Alors, on peut venir le jour de son 18e anniversaire. D'accord. Voilà. Parce que justement, dans les principes éthiques du don, c'est le volontariat. Donc, il ne faut pas qu'on soit poussé par quelqu'un. C'est pour ça que la loi indique qu'on peut donner à partir du moment où on est majeur. Donc, le jour de son 18e anniversaire, jusqu'à la veille de ses 71 ans. Donc, ça fait quand même un large spectre de carrière, on va dire, de don. Voilà. Après, il faut peser minimum 50 kilos. D'accord. Voilà, parce que si on prélève, parce que souvent on a la question, surtout chez les jeunes filles étudiantes, pourquoi on ne prélève pas chez une femme de moins de 50 kilos ? Parce que la quantité qu'on aurait ne serait pas intéressante, en fait, d'utilité thérapeutique. Et si on prélevait plus chez une personne de moins de 50 kilos, c'est le malaise assuré. Et c'est pas ce qu'on veut. La personne, comme j'ai dit, elle vient en bonne santé, elle doit repartir sur ses 2 pieds et en bonne santé également. Voilà. Du coup, là, on parlait de la Maison du Don. On a parlé un peu tout à l'heure aussi de ces collectes un peu mobiles qui sont organisées un peu partout sur le département même et ailleurs également aussi. Mais moi, je voulais revenir sur celles qui sont organisées sur les campus de l'Université Savoie-Mont-Blanc régulièrement. Comment la jeunesse se mobilise sur ces questions-là ? Alors, elle se mobilise très bien. Bizarrement, on va dire que les jeunes partout en France, ça c'est une stat qu'on a dans tous les territoires, les moins de 30 ans, ils représentent à peu près 30% de notre fichier de donneurs. Par contre, ils donnent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont faire un don dans l'année, et puis on n'est pas sûr de les voir l'année d'après. Parce qu'ils sont mobiles, de par leurs études, de par leur vie professionnelle, si jamais ils commencent une vie professionnelle. Et on n'est pas la première structure à laquelle ils pensent pour mettre à jour leurs coordonnées postales ou téléphoniques, etc. Voilà. Mais par contre, ils se mobilisent. Ils ont une spontanéité du don qui est bien plus importante que quelqu'un qui est déjà installé dans sa vie active avec ses enfants, etc., où il y a une planification qui doit être faite. L'étudiant, en gros, il voit la lumière, il rentre, il vient donner. C'est comme ça que ça se passe vraiment. On a encore fait une collecte là le 3 février sur le campus de Jacob où ça s'est super bien passé. On avait le matin de la collecte peut-être la moitié des rendez-vous pris, puis en fait à la fin de la collecte tout était plein parce que les gens viennent spontanément et s'inscrivent. Voilà, vraiment, il est 10h15, je prends un rendez-vous pour 10h30. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on a la chance d'avoir l'Université Savoie-Mont-Blanc qui est un partenaire vraiment essentiel et qui joue le jeu sur les 2 territoires, donc la Haute-Savoie et la Savoie, en nous mettant à disposition des super locaux, qui nous fait de la promotion auprès des étudiants. On a aussi tous les BDE qui jouent le jeu sur les différents campus et qui nous permettent aussi d'aller sensibiliser au plus près la population étudiante. On a le Crous aussi qui joue le jeu. Et puis, on a toutes les écoles autres qui sont présentes aussi sur le campus. On a aussi les lycées qui ont des fois des sections post-bac, qui nous font aussi un très, très gros travail. Et donc, on a cette chance, malgré le Covid qui est passé par là, d'avoir repris quand même une activité assez importante auprès des jeunes et des étudiants. Et là, par exemple, on était ce matin sur un lancement d'un challenge avec l'école d'infirmières. D'accord. Donc, on a, pendant 2 mois, on les accueille sur la Maison du Don. Et du coup, il y a un challenge interpromotion pour savoir quelle est la promotion qui va gagner ce challenge don de sang. Voilà. C'est trop bien. Donc, comme quoi, c'est à l'initiative du bureau des étudiants, c'est à l'initiative des étudiants. Et nous, on est ravis de voir qu'en plus, ces futurs étudiants médicaux vont avoir peut-être la facilité du don bien plus importante que la population générale. Pleinement engagée, donc. Exactement. C'est super chouette. Avant de passer à la recommandation de fin d'épisode, comme pour chaque invité, qu'est-ce que tu aimerais adresser comme dernier message pour les personnes hésitantes ou en conclusion de cette présentation, pour convaincre vraiment de donner ? J'aimerais vraiment reprendre ce que tu as dit en introduction, c'est-à-dire qu'on a tous le pouvoir de sauver des vies. On n'est pas tous des super-héros, on ne connaît pas tous les gestes de premier secours, on n'est pas tous pompiers, gendarmes, etc., ou médecins, infirmiers pour sauver des vies. Par contre, en nous, en fait, coule cette richesse incroyable qui est le sang. Et en donnant 1 heure de son temps, on sait qu'on va pouvoir sauver 3 vies derrière grâce aux plaquettes, au plasma et aux globules rouges. Et ça, ce pouvoir, tout le monde l'a. Donc, il est très, très simple de le partager. Donc voilà, je vous dirais juste que vous êtes un super-héros, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Et j'invite d'ailleurs les auditrices, auditeurs ou
ou les personnes qui visionnent le podcast en vidéo de regarder les vidéos mises en ligne par l'établissement français du sang, la chaîne YouTube de l'établissement français du sang, qui souvent donne la parole à ceux qui reçoivent le don. Et ça permet de comprendre aussi le cheminement d'une poche de sang et à quoi ça sert pour aider les malades au quotidien, à sauver des vies. Enfin, c'est assez fort comme témoignage. Moi, j'en ai écouté un il n'y a pas très longtemps sur Matteo, qui est un jeune rugbyman qui a découvert du jour au lendemain qu'il était atteint d'une leucémie et qui, en gros, remerciait en vidéo comme ça les donneurs parce que ça lui a vraiment sauvé la vie dans son traitement. Et pour se projeter aussi dans son acte de donneur, c'est intéressant aussi d'avoir ce témoignage-là. On termine du coup traditionnellement les épisodes par la recommandation d'une sortie d'un événement, d'un lieu sur Chambéry ou ailleurs. Quelle est ta recommandation à partager ? Alors moi j'en ai une justement que j'ai découverte en suivant le compte Instagram de l'université et que j'ai trouvée très importante justement pour les étudiants parce que c'était les ateliers bien-être qui étaient proposés gratuitement par l'USMB. Parce que je pense qu'il est très très important quand on est étudiant avec la pression qu'on peut avoir dans les études et de l'entrée potentielle dans le monde professionnel, de prendre soin de sa santé psychologique, de sa santé physique en tout cas, et que moi j'aurais aimé à mon époque, il y a 20 ans, qu'on puisse me proposer ça, en tout cas sur mon université. Et je trouve que c'est très très bien, donc j'invite vraiment tous les étudiants à regarder ces ateliers bien-être, en tout cas moi je les ai explorés en tout cas, ces recommandations, ces bons plans justement de l'université que je trouve vraiment remarquables à l'heure actuelle. Très bien. Merci Cécile d'être venue participer sur notre podcast, d'avoir parlé des missions de l'établissement français du sang et du fonctionnement de la maison du don également. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le site de l'EFS pour trouver votre petit créneau. Comme on l'a dit, c'est juste 1 heure de temps pour sauver des vies. C'est rien du tout dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à pousser la porte, à être curieux pour savoir si vous pouvez donner. Et si c'est le cas, go quoi. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Posé sur Chambé. N'hésitez pas à partager le podcast tout autour de vous, à partager le lien si vous regardez maintenant le podcast en vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci Cécile. Merci Jean-Bernard. Salut.